Bonjour à vous, chers amis de Canal Algérie. On est très heureux de vous retrouver de la station régionale d'Oran comme chaque mercredi. Eh bien, aujourd'hui, c'est le mercredi 16 octobre. Eh bien, on a essayé de vous concocter un programme qui répondra à vos attentes. J'espère que ça va vous plaire. Jusqu'à 9h30, 1h30 durant, vous serez avec nous, j'espère. Alors, devant votre téléviseur, avec un bon café, un bon petit déjeuner, avec un jus d'orange, pourquoi pas le matin, il faut booster un petit peu avec plein de vitamines. Eh bien, on commence notre feuille de route en cette matinée. Alors, aujourd'hui, on marque un retour d'une rubrique que vous avez aimée, que vous suivez chaque mercredi de la station d'Oran. C'est la rubrique de droit animée par Saber Djamila, alors bien sûr, notre avocate à la cour d'Oran. Bien sûr, l'Octobre Rose qui continue jusqu'à la fin octobre, le mois de sensibilisation contre le cancer du sein. Eh bien, aujourd'hui, on aura deux invités qui vont nous parler un petit peu du traitement, du nouveau traitement et bien sûr la radiologie, l'importance de la radiologie pour le diagnostic du cancer du sein. Et bien sûr, on va parler aujourd'hui de la protection du consommateur. Alors représenté, nous avons M. Abdellatif Rahmoud qui représente l'association puisque aujourd'hui, le 16 octobre correspond avec la journée mondiale du pain. Eh bien, on aura un boulanger avec nous qui nous parlera un petit peu de la confection de pain. Et bien sûr, dernière ligne droite, eh bien, c'est la femme rurale qui va nous faire l'honneur d'être présente avec nous en cette matinée. Et bien sûr, comme on vous l'a habitué, comme d'accoutumé, on commence toujours en musique avec un peu de shabi, tiré du terroir. Et on se retrouve juste après. منحصل في يدي كل كدية ينده بيك المغبون يقوي القورة العيون في البادية ومدون طاعت له كل تنية طاعت له كل بلاد ملوك وزارة وقياد طرايس العقاد يا الفحل ولد السنية سلطان الصلاح يا حليم مول الماح أنا جيتك نواح لا تخيب دعالية في هذا التوسل نقصد بغدادي جلول مول السر المكمول الفحل سلطان الولية أول ما نقصد الفحل جلول الواكد من بحر ونورد كيف ما شربوها النية عبد القادر يا ابو علام داق الحال عليا داوي حالي يا ابو علام شيخي رفع عليا عبد القادر يا ابو علام داق الحال عليا داوي حالي يا ابو علام شيخي رفع عليا قامت ونبدا نحشم روحنا الوكذا هما اساس العمده السر والخافيه فين مول الصفاح بقلبي شايق يرتاح يبرى من كل جراح الهموم وكل بليه فين مول الناظور المقام اللي هو مشهور تما توجد قدور في كل صبحه وعشيه فين مول الدومه في حويطة معلومة دايم فيهم قيمة الخدم والروحانية وين مول المعزة قاصدو ما ينظر لزة عمره ما يستهزى يدير في المغبون مزية وين مقام العودة روحنو دايما شهدة من راحلهم ودا اللي طلبنا للكيمياء
وين مولد الراس دايم روحاني عساس دفعوا كل قياس ما يدور عنده غدية هادو غير مقامات وعلام رفيع الدرجات فيهم روحانيات يرجاو السعايا فينا عقيق القوم وعلام ظريف الخرطوم راخديمك مظلوم نرغبك تنيف عليا عبد القادر يا ابو علام دق الحال عليا دوي حالي يا ابو علام شيخي رفع عليا يا ابو علام دق الحال عليا دوي حالي يا ابو علام شيخي رفع عليا. Une très belle interprétation de Chir. Alors, Betahar al-Habib, eh bien, c'est du Chabi pour se réveiller de bon matin par des sonorités tirées du terroir algérien. Alors, le style musical, le Chabi, il est magnifique d'ailleurs, très très joli, avec des textes justement tirés du terroir aussi, puisque ce sont des textes adaptés justement à cette musique ancestrale et qui fait notre patrimoine. Eh bien, je l'ai annoncé tout au début, notre rubrique de droit qui est en retour aujourd'hui, mercredi 16 septembre. Mais avant cela, eh bien, aujourd'hui, la météo, ça va être mi-figue, mi-raisin. On attend un peu de pluie aujourd'hui avec une légère baisse de température puisqu'il va faire entre 23 et 26 degrés en cette matinée, mais il fait toujours chaud. Donc, on essaye un petit peu de profiter de cette chaleur avant l'installation définitive du mauvais temps, on va dire, pas le mauvais temps de la pluie, puisqu'on l'attend avec impatience, parce que ça, c'est bon. Eh bien, Jamila Saber, avocate à la Cour d'Oran, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Iman. C'est toujours un plaisir Alors, pour une nouvelle saison. On est très contents. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très heureuse, c'est-à-dire de reprendre les émissions de droit avec cette magnifique famille-là de Canal Algérie Oran. Donc, sincèrement, et les gens en demandent et demandent encore des émissions de droit parce que depuis le temps, il y a eu beaucoup de modifications. Effectivement, de loi, surtout en matière de portant code pénal et tout ça. Effectivement. Voilà. Eh bien, on vous aura avec nous à chaque fois. Inch'Allah. Et à chaque fois, on parlera d'une loi qui a été modifiée. Tout à Vu fait. qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a jeté notre dévolu sur la nouvelle loi sur la peine d'emprisonnement remplacée par l'accomplissement du travail d'intérêt général. Alors, déjà, quand on dit travail d'intérêt général, alors qu'est-ce que le travail d'intérêt général ? Alors, d'abord, je vais essayer de commencer par quelque chose. Ensuite, je vais expliquer ce que c'est un travail d'intérêt général pour que le téléspectateur puisse comprendre. Donc, quand quelqu'un, c'est-à-dire est condamné par une peine de prison, généralement quand quelqu'un commet plutôt un crime, c'est-à-dire, et le crime c'est par degré, il y a l'infraction, le délit et le crime, ce qu'on appelle en arabe le mukhalafa, le junha ou le jarima. Donc quand il commet un crime, il est condamné par une peine d'emprisonnement. Donc cette peine d'emprisonnement, c'est-à-dire, les Occidentaux ont déjà commencé ce qu'on appelle les peines alternatives. Nous, ça a commencé chez nous à partir de 2009. C'était avec l'ordonnance du 25 février 2009. Donc ça rentre, l'intérêt de travail général, ça rentre dans ce qu'on appelle le chapitre des peines alternatives, ce qu'on appelle en arabe al-uqubat al-badila. Donc c'est-à-dire au lieu de c'est-à-dire condamner quelqu'un est condamné à la prison. Au lieu d'exécuter ses années ou ses mois de prison, il va la faire en travail d'intérêt général en dehors de la prison. D'accord. Ah, d'accord. Donc, il sort de prison. Non, il ne rentre pas à la prison. Il ne rentre pas. Il est condamné par une peine de prison, mais cette peine, elle est remplacée par un travail d'intérêt général. Donc, mais cela a des conditions. On va les voir. Justement, voilà. Alors, le travail d'intérêt général, ce qu'on appelle en arabe العمل للنفع العام. Donc, qui fait partie des peines alternatives. C'est-à-dire, c'est un concept qui a été vu par les criminologues, les législateurs, pour humaniser la peine. Déjà, quel est l'intérêt de cette peine? Voilà, elle a plusieurs intérêts, elle a plusieurs objectifs. D'abord, pénal, économique et social. Alors j'ai 3 ans. Hein. Donc, qu'est-ce que déjà?
pénal, c'est-à-dire humaniser. L'objectif pénal, c'est humaniser la peine. C'est plus la prison, on enferme quelqu'un, c'est plus l'objectif répressif. C'est-à-dire, vous avez fait quelque chose, vous allez le payer en jours de prison, enfermé et tout ça. Oui. Donc maintenant, non, vous pouvez vous rendre utile à la société. On va en profiter, c'est-à-dire de cette personne qui a commis un délit ou un crime, Oui. donc elle va se rendre utile. Alors, on l'oriente, c'est selon ses compétences, ses qualifications, on l'oriente donc ouvert à un travail, c'est-à-dire au niveau, dans le domaine agricole ou industriel, ou les bâtiments, travaux publics et tout ça, ou administratifs. Parce qu'il y a des personnes qui ont des diplômes, qui sont bardées de diplômes et qui ont été condamnées à la prison Effectivement, ferme. ah bah oui. Donc on va les orienter ou dans l'éducation. Et tout ça doit se faire dans un environnement, c'est-à-dire une entreprise, un organisme public ou une association à caractère humanitaire et tout ça. Donc voilà, pour l'autre objectif, c'est-à-dire aussi, il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle, ils vont désengorger les prisons. Parce que des fois, il y a une surpopulation au niveau des prisons. Il y a Trop de crimes, morts. trop de délits, Voilà, trop de... tout à fait. Donc, on va... Et en plus, tout détenu condamné, il revient trop cher à l'État, bah oui. au trésor public. Ben, c'est normal. hein. Voilà, donc c'est pour ça maintenant, c'est-à-dire on gagne en matière économique. Quand il travaille, non seulement il va travailler, mais sans être rémunéré. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de... Il travaille... Et il n'a pas le droit de travailler alors. Non, justement, il y a certaines personnes qui gardent leur poste, parce que je vais vous dire c'est combien, qui gardent leur poste, elles peuvent faire ce travail d'intérêt général tout en gardant son poste. D'accord, alors attendez. Éclairer un petit peu ma Tout à lanterne fait. parce que là, j'arrive pas. Alors, quelqu'un qui a commis un délit, un crime, je à sais fait. pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il a commis. C'est un hors-la-loi, tout simplement. Elle s'est condamnée. Voilà, c'est Voilà, un condamné. prison Il a ferme. été condamné à Tout à je ne sais fait. pas combien d'années de prison ou bien Il combien ne faut de pas mois. que la peine dépasse Voilà. 5 ans. C'est-à-dire Ah, la d'accord. condamnation, il ne faut pas que la peine dépasse 5 ans de prison. Si c'est plus, c'est-à-dire 6 ans, il n'a pas droit à cette peine alternative qui est le travail d'intérêt général. Très bien. Alors déjà, je vais vous poser la simple question parce que là, on est en train d'être... Non, c'est normal parce que vous n'êtes pas du domaine. Voilà, Justement. ça devient un peu ambigu pour vous. Voilà. Alors, quelles sont justement les conditions pour quelqu'un qui a été emprisonné, on va dire, ou alors c'est de balancer justement d'une peine au travail d'intérêt général. D'intérêt général, tout à fait. Donc il y a des conditions. D'abord, il ne faut pas qu'il ait auparavant, c'est-à-dire bénéficié d'une peine d'intérêt général et qu'il a interrompu pour une raison ou une autre, c'est-à-dire manque de rigueur ou autre, ou avoir commis un autre délit en même temps. Secondo, il faut que la personne, c'est-à-dire ne soit pas dangereuse. C'est-à-dire parce qu'on va la Voilà. mettre, c'est-à-dire elle sera en plein dedans avec dans la société et elle sera en contact avec des personnes et tout. Il faut pas, on évite les toxicomanes. Oui. Parce qu'il risque de récidiver, un criminel dangereux aussi. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas qu'il soit condamné à une peine qui dépasse 5 ans de prison, 5 ans et moins. En plus, alors le travail d'intérêt général, il est consacré pour 2 catégories, des personnes majeures et des mineurs aussi. Eh oui. Alors pour les Pour personnes... récupérer les mineurs. Tout à fait. Et pour c'est une manière de réhabiliter et réinsérer les condamnés, c'est-à-dire et leur éviter c'est-à-dire de connaître ou je sais pas, d'être en contact avec des criminels notoires. Voilà. Et en plus, parce que la prison, c'est choquant quand même, une première sûr, fois, pour et tout ça. une première Surtout pour un mineur ou il une ne faut, personne pas, honnête. il faut pas commettre de crimes ni Tout à délits fait. pour ne pas y aller dans cet endroit d'ailleurs qui... Tout à fait. on va dire, alors je vais le dire quand même parce que là ça me démange un petit peu la langue. Alors, al-asa, liman asa. Tout à fait. Tout simplement, Voilà. celui qui fait, il paye. Tout à fait. Alors, alors comment ça a été organisé? Donc, les conditions, c'est de 400, le travail d'intérêt général, de 400 à 600 heures à raison de 2 heures par jour de travail d'intérêt général. C'est pas beaucoup. C'est pas... Et il ne faut pas que ça dépasse une période de 18 mois. Il faut que ça s'étale sur une période de 18 mois.
Ça, D'accord. c'est pour le majeur. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, quand il y a certains condamnés qui gardent leur poste pour une raison ou pour une autre. Donc, ils travaillent que 2 heures par jour. Parce Non. qu'en principe, normalement, c'est dans la loi algérienne ou tout autre, hein, d'ailleurs, quand on fait un délit, quand on fait un crime, quand on commet un crime, justement, c'est qu'on perd tous nos droits civiques, non? Bon, certains, pas tous. Ça Voilà, dépend. on perd notre travail aussi. Tout à fait, oui, c'est condamné. Mais maintenant, c'est pour ça qu'on dit, Voilà. il revisite le code pénal, c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire de la prison, de la peine privative de liberté et tout ça. Ils essayent d'humaniser, et des fois, ça donne certains résultats pour certaines personnes et d'autres non. Ils récidivent. Pour moi, en tant qu'humaine, hein, Ouais. c'est que moi, je me dis, celui qui a fauté une fois, donc il faudra 2 fois, il faudra 3 fois. Hein. Donc, ce sont des personnes qui, avec le temps, ils vont récidiver de toutes les façons, parce que si toutefois ils n'ont pas justement cette peine, s'ils ne purgent pas vraiment leur peine, moi, je pense que ça va récidiver. Il va se dire, de toutes les façons, j'ai fait du travail, on va dire, bénévole. Bénévole, donc Il met la grosse sur le cœur. parce que Oui, parce c'est vrai, que- c'est une logique. Moi parce que aussi. ce qu'on voit à l'extérieur, Voilà, tout à fait. ce sont des personnes Tout à fait. qui ne reculent devant Voilà, rien. Hein. voilà, ils sont vraiment. D'ailleurs, hier, je suis tombée, on va faire un petit détour aujourd'hui du sujet. Alors, hier, je suis tombée sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, ce sont des femmes qui sont rentrées dans un magasin ici, en Une ville ville nouvelle, complète, Medina Jdida, voilà. Donc, elles étaient bien, elles étaient en train de voir un petit peu, à un certain moment, paf, elle commence à apprendre des trucs, elle a fait ça, et elle a mis sous sa djellaba, et puis avec une Oui, c'est très certaine... fréquent. Le vol à l'étalage. Oh là là Ouais, là là ouais. là là, mais Ça c'est devient fou, hein. très fréquent. Hein, et toute catégorie de société, hein, femmes âgées, hommes âgés, jeunes et tout ça. C'est qu'elle savait même pas qu'il y avait une caméra, Oui. c'est ça. Non, mais ce qui me dérange, moi, pour ces vidéos, on va sortir un peu ce qui me dérange. Ils publient la vidéo, ils ne saisissent pas les services de sécurité. Non, je suis désolée. Vous prenez la vidéo, vous déposez plainte carrément. Et n'essayez pas de menacer ou de faire. Alors, vous vous présentez là où je lance le truc, je vais vous montrer. Non, au contraire, là, il tombe dans le piège du délit lui-même. Voilà. Il s'accuse lui-même. Non, vous voyez, vous avez une vidéo, vous faites une copie, vous la présentez au service, au premier commissariat à côté, Voilà. et le problème est réglé. Parce que ce qu'ils font au niveau des réseaux sociaux, ils sont en train eux-mêmes de tomber dans le délit d'être poursuivis. Voilà. Voilà, exactement. Donc, alors on revient à notre sujet. À la question. Voilà. Donc Oui. là, c'est de 400 heures. C'est calculé par le juge d'application des peines, ce qu'on appelle qadi tanfid al-uqubat. Alors c'est de 400 à 600 heures. Qui s'étalent pendant 18 mois, à raison de 2 heures de travail d'intérêt général par jour. D'accord. Voilà. Alors, À 2 heures par jour. c'est tout. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et moi aussi, je suis pas d'accord. Alors, et en plus, Peut-être qu'ils vont la revoir, hein, cette loi. il faut avoir l'accord du condamné. Parce que le magistrat ne peut pas prononcer. En plus. Tout à fait. Il prononce. Alors, ces condamnés, ils ont le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Voilà. Donc, le magistrat, déjà, il prononce la peine de prison. Ensuite, il demande l'accord. Il doit avoir l'accord du condamné. S'il accepte le travail, c'est-à-dire ce qu'on appelle la peine alternative du travail d'intérêt général ou pas. Parce qu'il peut. Ensuite, ils vont voir aussi, dans le cas où le condamné l'accepte, donc ils vont faire une enquête aussi sociale et tout ça. Ils vont voir si, c'est-à-dire ce travail est adéquat avec les capacités physiques et morales du condamné. S'il peut supporter ce genre de travail. Wallah, Voilà, vraiment, on fait de l'humanitaire. tout à fait. Non, mais quoique, moi, je pense quand ils ont revu cette loi, c'est qu'ils ont quand même un objectif derrière tout ça. Hein. C'est-à-dire désengorger les prisons, que ce soit, c'est-à-dire gagner de l'argent
c'est-à-dire moins de frais. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, du Trésor public. Ou alors montrer à ces personnes-là, à ces condamnés, On leur donne une que, chance. voilà, quand même. on leur donne Voilà. une chance pour les récupérer. Voilà, Ah bah, tout c'est à ça, fait. oui. Il y a ça, parce qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent condamnées, quand même, qui sont des personnes, moi je connais certaines personnes qui ne récidivent pas. C'est-à-dire, Oui, elles il y ont en a, été il y en a, oui. condamnées. Il y a un concours de circonstances, donc elles sont retrouvées là. Et normalement, ce genre de loi sont faites pour cette catégorie de personnes. Parce qu'il y a des personnes de bonne famille et tout ça, comme je viens de le dire, Qui tombent voilà, en tout cours à de fait, route, tout à fait. Donc on évite les toxicomanes, on évite les criminels dangereux et tout ça. C'est comme ces peines alternatives, c'est pareil comme le bracelet électronique. Voilà. Voilà, donc ils sont plus libres, ils ont plus d'avantages que le bracelet électronique. Ah bah oui, parce qu'avec le Tout bracelet à fait. électronique, ils sont ligotés un petit peu Tout quand à même. Hein. fait. Ils ne bougent pas sans autorisation. Et il y a le magistrat de l'application des peines qui suit, qui suit. Et en plus, il fait une enquête sociale d'abord. Ah Il bah fait une oui. enquête sociale. Pour voir un petit peu l'environnement. Comment elle est cette personne, ses contacts, comment elle est dans la société, si elle n'est pas dangereuse, si elle n'est pas violente. Ah si ben elle oui, n'est pas... comme on dit, Voilà. comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu Voilà, es. Hein. tout à fait. Donc il y a tout ça, tous ces paramètres-là pour qu'on puisse accorder la peine, c'est-à-dire remplacer la peine d'emprisonnement par la peine alternative d'un travail d'intérêt général. Voilà. Très bien, alors de toutes les façons, cette loi existe quand même depuis longtemps, alors qui a subi des modifications en cours de route, on va dire. Donc est-ce qu'on peut connaître un petit peu quelles sont ces modifications apportées à cette loi? Tout à fait. Donc cette loi existe depuis le 25 février 2009. Et donc elle a été modifiée le mois d'avril 2024. Voilà, donc... C'est récent. Lors des modifications de tout à toutes les fait. lois, on va dire. Voilà, donc les modifications qui ont été faites donc, concernant cette loi portant code pénal et tout ça. Donc d'abord, il fallait une peine, l'ancienne loi de 2009. La loi ne devait pas, la peine de condamnation de prison ferme ne devait pas dépasser 3 ans. Maintenant, c'est 5 ans. Donc ils ont augmenté un peu Ils ont un petit peu allégé. Non, au contraire. Non, ils l'ont serré. Ah oui, c'est 5 ans. Eh oui, voilà. eh oui. Voilà. Donc ensuite, mais pratiquement c'est resté, il n'y a pas eu de grand concernant ça, c'est-à-dire l'enquête, toujours l'accord du condamné, il est primordial dans dans la prononciation de cette peine. C'est-à-dire s'il est absent du tribunal ou autre, on peut pas, le magistrat s'abstient de prononcer la condamnation. Ah d'accord. Ah oui, il faut la présence du condamné et son accord. Où il est porté, il est mentionné sur son jugement. Et ce qui est aussi, alors c'est un avantage extraordinaire, donc sa condamnation, donc quand elle est remplacée par un travail d'intérêt général, donc sa condamnation elle est portée sur le B1, le bulletin du casier judiciaire numéro 1, 2 et non pas le numéro 3. Il reste vierge. Alors, franchement, c'est un avantage. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce que, est-ce que le casier judiciaire, on en a 3? Oui, on a 3, oui. Ah bon? Nous, on peut c'est-à-dire le citoyen normal ne peut faire sortir que le numéro 3. Ce qu'on appelle le B3. Ah, C'est-à-dire bulletin numéro 3. D'accord. Ça, c'est quoi le numéro 1 et le numéro 2? Le numéro 2, ça travaille inter-administration judiciaire. D'accord. C'est-à-dire quand il est condamné, il est arrêté dans cette ville, il vient d'une autre ville, il est condamné. Donc le magistrat veut savoir s'il est condamné ou pas. Il demande ce qu'on appelle le B2, le casier judiciaire, bulletin numéro 2. Et le premier, ça c'est aussi pour les services de sécurité et tout ça. Ça ne concerne pas, mais le B3, le numéro de bulletin numéro 3, ça nous concerne nous. C'est-à-dire quand on va quand on pour part, un concours, par exemple, pour un dossier administratif. Tout à fait. On retire que le 3. Que le 3, d'accord. Alors, dans le cadre de la peine alternative
le travail d'intérêt général, on ne le mentionne pas, sa condamnation. Ah, donc son casier judiciaire reste vierge. Mais il est mentionné sur le BA et le B2. Chez le... Voilà. Ah bah Mais oui. quand même, c'est un grand avantage. Bien Parce sûr, que les c'est gens, beaucoup. quand ils font sortir leur casier judiciaire, des fois... Exactement, donc voilà, il est vraiment, marqué. il le récupère Tout à fait. net, C'est quoi. beaucoup, c'est-à-dire, il faut vraiment... Moi, je ne comprends pas, il y a certaines personnes qui ne respectent pas les règles Oui. et tout ça. Vraiment, c'est une perche comptant, c'est-à-dire à ces condamnés qui ont commis des crimes et tout ça. Il faut savoir en profiter et rendre... c'est-à-dire cette gratitude à la société À la aussi. société, exactement. À la société, hein. Ah ben oui, à la Voilà. société en général. Tout à fait. En général, Voilà. parce que on le rend aux parents, il faudrait le rendre en général Tout pour à toute fait. la société. Et devenir Parce un citoyen voilà, modèle. un citoyen Voilà. modèle, moderne, on va dire moderne, modèle et gentil. à Voilà. fait. Donc, merci beaucoup, Maître Saber Merci Djamila. à Eh vous. bien, on aura à vous avoir dans d'autres Bonjour d'Algérie, donc certainement la semaine prochaine. Inch'Allah. Je ne sais pas ce que vous allez aborder la semaine prochaine. On le laisse en un Une point nouvelle loi d'interrogation. modifiée. Une nouvelle Voilà. loi modifiée où on va parler un petit peu de ces modifications, de ces nouvelles lois qui sont en rapport 2 et 2 et 2. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, le sujet sur l'Octobre rose de Nawel Bentouba et bien sûr, lecture Selim Skandar. Comme chaque année et durant tout le mois d'octobre, une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein est lancée dans toute la wilaya d'Oran. Et pour but, sensibiliser la population à ce cancer et encourager le dépistage pour anticiper les risques de cette maladie. اونتو زعما كي قبيله دائما كتجي عندنا السيدات الاول حاجه الاولى بوزو لها دي كيسيون اسكو الا في سورتو على لاج دو 50 ans لا كان عندهم الوراثه ولا حاجه في العائله نتاعهم صديق يبداو الفحص الذاتي 45 سنه هادو بوغ الوراثي بوغ اون فام نورمال انا جامي صديق ما عندهم لا وراثي لا والو ا بارتير دو 50 ans دونك اون بريبار لا فام بوغ الحاجه الاولى لا بريفونسيون هي كتجي عندنا المراه نديروا لها الفحص الذاتي صديق لوتوبالباسيون نفهموا المراه اوتو كو موا نفهمها كاع انا نوري لها كاع كي دير الفحص من الاول حتى التالي. L'initiative entreprise par la direction de la santé de la wilaya d'Oran en partenariat avec des associations œuvrant à la sensibilisation contre le cancer du sein et en présence des médecins spécialistes est une occasion pour les citoyens pour s'informer et se protéger contre cette maladie. بعد هذا الأسبوع في كل مؤسسة استشفائية راح يكون حملات كذلك تحسيسية، وضف إلى ذلك فيه فحوصات في أقسام التوليد، أمراض النساء والتوليد، فحوصات فيما يخص الكشف المبكر لسرطان الثدي. فيه فحوصات، والشيء كذلك اللي كل عام نديروه هو مشاركة بعض المحسنين، بعض الجمعيات اللي رايحين يقدموا تحاليل مجانا للنساء. إذا النداء موجه لكل النساء باش يتقربوا من المؤسسات الاستشفائيه، خاصه المستشفى الجامعي بوهران اللي راه ينظم هذه الحمله هذه. فيه تحسيس نتاع المراه، فيه كذلك فحوصات، فيه تحاليل ماموغرافي ايكوغرافي مجانا. علاش راه نديروا تحسيس يساعد المراه باش تتعلم كيفاش تتعامل مع الجسم تاعها وتكتشف اذا كان عندها اي مشكل وفي وقت مبكر باش يكون العلاج ناجع. معناها انه كي نكتشفوا المرض قبل في وقت مبكر غادي يتكلف لنا اقل ويكون كاريمون تبرى بالخف المراه. الوغ حنايا رانا الجامعه هنا باش تحسس المراه سواء كبيره ولا صغيره، خصوصا المراه اللي عندها فوق من 35 سنه. فو فيغ تري اتونسيون على خاطر سرطان الثدي منتشر بزاف، والحاجه الوحيده اللي تحمينا هي الوقايه، لان الوقايه خير من العلاج. وباش ندير الوقايه تندار بالديبيستاج، الكشف المبكر عنده قوانين اللي غادي على مستوى مختلف المناطق. لا دي اس بي تتنقل بالمؤسسات تاعها الاستشفائيه والمؤسسات سواء كانت جامعيه او غير جامعيه باش تحسس المراه وتفهمها كيفاش تتعامل مع الجسم تاعها، لانه حاجه مهمه اننا نكشفوا اي مرض مبكرا. هذه حمله مليحه باش توعوا ان شاء الله هذه
النساء اللي ما يكونش عابين بالمرض تاعهم فيهم نقولوا يجوهم باش يعالجوا تمتم ما يخلوش كانوا يقولوا فيهم نقولوا احنا هكا صغير ويخلوه يعاود ينتشر لهم. الحمد لله هذه حمله مليحه. الهدف منها هو تقديم عمل تحسيسي ووقائي للنساء والكشف المبكر لسرطان الثدي الذي يعتبر الهاجس الأول للمرأة الوهرانية أو الجزائرية بصفة عامة. الأطباء الأخصائيين في الميدان يقدموا هذه النصائح باش يوعوا هذه المرأة باللي الكشف المبكر يكون الشفاء بنسبة أكبر. برمجنا السنة في وهران 48 منطقة ظل تكون منطقة زيارة من طرف الأطباء والأخصائيين. نفس القبيل كل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي أو التجاري أو النشاطي أو المؤسسات العقابية ستكون محل زيارة من طرف هذه القوافل الطبية على مستواها للقيام بعملية التفتيش المبكر. هذه القافلات يعني عندنا شاحنات مجهزة بأجهزة ليكومامير ليكوغرافي باش يديروا لهم التشخيص في عين المكان، ليس فقط العمل الوقائي، عمل وقائي وتشخيصي في عين المكان حتى نكتشف إن كان موجود حالات مبكرة لسرطان الثدي للنساء حتى نقدروا نعالجوها في المؤسسات الاستشفائية ونخفوا عليهم الضرر وما تكونش الفاتورة يعني غالية على الخزينة العمومية للدولة. Cette campagne qui va se poursuivre tout au long du mois d'octobre à travers une caravane de sensibilisation vise à être auprès du citoyen en se déplaçant dans tout le territoire de la wilaya. Moi, j'étais en train de discuter avec notre invité d'ailleurs, et puis on va aborder cette question justement, mais en direct de préférence, pour que ça reste pas dans le côté restreint, on va dire, du Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Orange, je le rappelle. Aujourd'hui, on est mercredi, on est le 16 octobre. Aujourd'hui, ça correspond à la journée mondiale du pain. Ben oui, le pain, l'aliment le plus consommé du monde. Donc, on va connaître un petit peu, dans un moment après ce plateau, on va un petit peu recevoir un boulanger qui va nous parler des matières premières, justement, et ce qu'ils mettent dans les pains, que ce soit amélioré, cœliaque, etc. Bon, là, j'ai carrément pris une autre tournure. Et comme c'est immense, quoi. Alors, et là, c'est l'Octobre Rose. On reste dans l'Octobre Rose et on reçoit une très sympathique médecin, alors avec un sourire, et ça nous donne un petit peu du courage à aller vers tout ce qui est radio, mammographie, etc. Donc, Nadia Bsayah, alors vous êtes oncologue à l'EHU, 1er novembre à Oran. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, on commence toujours par comment évaluez-vous l'impact des campagnes d'Octobre Rose sur la sensibilisation du cancer du sein? Vous, alors, en tant que spécialiste. L'Octobre Rose a été créé ces dernières années pour, à l'échelon mondial, pour qu'on puisse, dans cette période, dans ce mois, sensibiliser une sensibilisation du public ou des femmes. Parce que le cancer du sein, c'est plutôt les femmes, 99%, le 1% est l'homme. Et là, la sensibilisation, on l'a fait de mieux en mieux chez nous. Malheureusement, les femmes ne viennent pas vers nous, voilà. ne consultent pas. Ne font pas de mammographie du tout. Ça, on a ouvert là, le jeudi, comme demain, on a une porte ouverte en oncologie à l'EHU pour recevoir les femmes et faire une mammographie pour ceux qui nécessitent, parce qu'on ne le fait pas comme ça au travers et on ne peut pas le faire chez la femme jeune. Moins de 25 ans, c'est contre-indiqué, on ne peut pas le faire. Et quand on est obligé de de pousser les investigations, on propose plutôt une IRM mammaire chez les femmes jeunes. Mais là, on voit qu'il n'y a pas d'afflux. On ne vient pas vers nous pour consulter, ils n'ont pas le temps, ils ont d'autres choses à faire. Et puis on constate aussi, ce qu'on venait de dire actuellement, c'est que le médecin de famille
a disparu. Voilà, on On parlait l'avait. de ce sujet surtout, Voilà. parce que c'est très C'était- très important. Vous C'était allez le écouter rôle notre, du médecin oncologue. de famille, le médecin généraliste de la famille qui avait le dossier de madame, de monsieur et qui pouvait suggérer éventuellement de faire une mammographie, d'examiner, voilà. Et ça commence à disparaître, on ne l'a pas malheureusement. Et les médecins privés, moins en moins de médecins généralistes, et les médecins du public, je ne sais pas. Ça titube. Voilà, ils vont pas vers eux parce que je pense Voilà. qu'il y a des roulements et qu'ils ne voient pas le même médecin et ça les embête. Parce que quand je discute avec eux, pourquoi vous n'allez pas, ils me disent ah oui parce qu'aujourd'hui je trouve ça, mais je préfère ça et voilà. Donc ils ne sont pas sécurisés, ils vont et ils préfèrent avoir le même médecin. Effectivement, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a un roulement qui se fait de telle sorte que le médecin travaille peut-être le matin et demain il travaille l'après-midi et ça fait qu'ils n'y vont pas aisément. Alors, vous savez, professeur Bessaïah, donc avant, quand on était tout petit, moi je me rappelle qu'on avait déjà un médecin généraliste attitré pour la famille et on le trouvait dans les secteurs, on les trouvait dans les secteurs sanitaires, etc. Donc, toute la famille était suivie, même s'il n'y a pas de maladie, même c'est pour une simple grippe, même. Donc, on allait vers le médecin. Actuellement, on ne part plus, on ne voit plus de médecin. Alors, premièrement, on s'automédicamente, voilà. Alors, exactement. Donc, et c'est pas bon du tout, et c'est surtout contre-indiqué parce qu'on n'est pas médecin, on ne connaît pas les pathologies, on ne connaît pas justement encore moins le traitement adapté et à les effets secondaires de ce traitement. Exactement. Voilà. Donc, pour vous, en tant qu'oncologue, comment voyez-vous cet arrangement? Est-ce qu'on peut un petit peu changer cette mauvaise habitude? Mais écoutez, on peut, en l'expliquant l'importance, parce que peut-être que le public, les femmes ne savent pas, ne comprennent pas l'importance d'avoir un médecin de famille. Si on leur explique un peu plus et on les dirige, on leur dit voilà, vous avez la possibilité d'aller dans le privé si vous voulez, et le public qui se trouve voilà, et voilà. Sectoriser de quartier en quartier, dire voilà, si vous habitez ce quartier, c'est plutôt là, si vous habitez... Ça peut se concevoir, c'est un travail qui va prendre peut-être 15-20 jours pour bien établir tout ça et puis et diffuser. Il faut que diffuser ça. Moi, je pense que ça peut se concevoir. Ça peut se faire. Ça peut se faire, mais il faut que le public comprenne l'importance. Peut-être qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas conscients de cette importance. Effectivement. Ben oui, on n'est pas conscient justement de cette importance, de l'importance du médecin généraliste, du médecin de famille surtout. Médecin de famille. Vous savez, de l'autre côté, quand on termine un traitement, quand on fait un traitement au début, au milieu, à la fin, un courrier est adressé au médecin de famille pour lui dire voilà, madame, la suite. Et si on est là, si vous avez besoin de moi, la personne, le patient, un rendez-vous. Il y a un programme tous les 4 mois, pendant 2 ans, dans un cancer du sein. Ça diffère de pathologie en pathologie, mais là, il est au courant et les petits bobos de grippe et tout ça, il peut les gérer. On a des malades qui ne connaissent pas ça et malheureusement, ils font de l'automédication. Des fois, ils ont rendez-vous avec nous pour une consultation spécialisée. Ils vous disent « j'ai eu la grippe, je ne suis pas venue ». Et voilà, et on ne sait pas comment ils ont été traités. Ou bien ils viennent avec leur grippe et on les traite. On les envoie jamais. Oui. On les traite et on profite pour faire l'examen qu'il faut pour la surveillance. Très bien. Alors, comme vous parlez de femmes généralement qui se négligent d'une certaine façon parce qu'elles pensent que préparer le déjeuner, c'est beaucoup plus important que sa santé. Partir au marché, c'est plus important que la santé et c'est pas bon. Alors, c'est pas bon non seulement pour la santé de la maman, mais c'est pas bon aussi pour tout ce qui est environnement, parce que là, elle va être malade, elle va être un petit peu psychologiquement atteinte, et c'est très, très, très mauvais pour elle, parce qu'elle a des enfants, elle a la maison, la charge, etc.
Donc, il faut essayer un petit peu de se secouer dès le début. Alors, le mal, quand il est pris au début, on peut un petit peu... Le message important que nous devons diffuser, c'est que un cancer du sein pris à temps a des grandes chances de guérir. Voilà. À temps. Comment le dépister à temps? Voilà. Il faut apprendre à s'autopalper. Voilà. Une palpation. On fait des mammographies quand on découvre quelque chose, on fait des mammographies pour se surveiller, mais la meilleure arme jusque-là, et même en Europe, c'est l'autopalpation en face d'un miroir et s'autopalper. S'autopalper, au moindre, si on palpe quelque chose de douteux, d'une boule sous les aisselles, d'une rétraction cutanée, c'est-à-dire que la peau, elle est un peu tirée vers l'intérieur, ce qu'on appelle une rétraction cutanée, un changement de couleur du mamelon ou un eczéma du mamelon, ça c'est la maladie de Paget, là, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Alors, cette autopalpation, elle peut se faire quand on prend le bain et elle peut se faire au minimum 1 mois. Chaque mois, prendre le temps de s'asseoir devant un miroir et s'autopalper. Et je pense que là, même en Europe, ils sont restés sur ça et c'est très important. Très bien, alors quand on parle de cancer du sein, bien sûr, il y a un protocole de traitement à suivre. Oui. Alors, il y a eu certainement, parce que quand on voit un petit peu l'évolution de la médecine qui est très rapide, donc ils sont arrivés, les chercheurs sont arrivés à de nouveaux traitements intégrés dans le protocole de traitement pour les différents cancers. Là, on parle beaucoup plus du cancer du sein. Donc, quel est ce nouveau traitement introduit en Algérie pour la prise en charge justement du cancer du sein? Alors, initialement, on faisait des dépistages de masse et on traitait à peu près de la même manière. On avait des protocoles, peut-être des petits changements par rapport à l'atteinte ganglionnaire, il y a 20 ans. On disait, si c'est des ganglions positifs, on traite un peu plus, on est un peu plus agressif parce que c'est méchant et on traitait comme ça. À l'heure actuelle, grâce à la biologie moléculaire, on arrive à détecter les cancers du sein qui sont agressifs, qui sont méchants, par rapport à d'autres qui sont plus hormonosensibles, qu'on appelle les luminales A et B, et qui peuvent être traités de façon un peu standard. Alors, quelles sont les formes qui sont agressives? C'est des formes qu'on appelle les triples négatifs. C'est-à-dire que les récepteurs d'hormones sont négatifs, ne répondent pas à l'hormonothérapie, et il y a un marqueur qui s'appelle l'HER2 qu'on trouve sur les cellules. S'il est positif, s'il est négatif avec les récepteurs négatifs, c'est un triple négatif, c'est méchant, donc il faut aller très vite, le protocole est agressif. Et s'il est positif, aussi c'est méchant, c'est agressif. Et là, on donne des nouvelles thérapies qu'on appelle les anti-HR2. Et ces nouvelles thérapies ont amélioré le pronostic d'un pronostic mauvais à un meilleur pronostic grâce à ces produits. Et on a d'excellents résultats. Je peux vous dire que des fois, souvent, grâce à cette façon de faire, on a des patients qui arrivent à des stades T4, vraiment des grosses tumeurs, et quand on fait la chirurgie après la chimio, on ne retrouve rien. On retrouve une fibrose. Et là, on a une série de patients depuis quelques années, et c'est spectaculaire. Même les patientes n'en reviennent pas, parce qu'on a quand même une radiologie, l'examen clinique qui montre que la maladie, elle est là, et à la chirurgie, quand on fait la napate, il n'y a plus rien. On a des résultats spectaculaires grâce justement à un diagnostic bien établi, parce qu'il faut que ce soit. C'est pour ça que parfois, les patients ont l'impression qu'on les embête et qu'on leur dit « venez ramener ça et tout ». Mais parce que quand on fait un bon diagnostic, on traite correctement le patient, il a plus de chances de guérir, et ce d'autant que le diagnostic est précoce. Après, on a remarqué ces dernières années, ça fait 2 ou 3 ans, une recrudescence des femmes jeunes, moins de 40 ans. Vraiment, on en a des fois dans le RCP, dans la réunion de concertation pluridisciplinaire, sur 20 patients, on doit avoir 5 jeunes, moins de 40 ans. Et là, quand même, ça rejoint ce qu'il se passe en Europe. Ils ont quand même, eux aussi, une recrudescence des femmes jeunes.
Et bien sûr aussi une recrudescence des femmes âgées, c'est parce que l'espérance de vie a été améliorée. On en a un peu plus, on les détecte plus, ils ne meurent pas et ils sont là et ils peuvent faire parce qu'il y a un déficit de l'humidité et tout ça. Bon, on les traite, on adapte les traitements. Et c'est dû à quoi cette recrudescence? Mais écoutez, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Il y a alors, les facteurs de risque, on n'en a pas parlé, mais un des facteurs de risque, c'est l'âge de ma première grossesse tardive. Un des facteurs de risque, oui. Et on a l'impression que nous aussi, on a des grossesses, des premières grossesses tardives à 35 ans, à 38 ans. Surtout qu'actuellement, la femme actuelle, on va dire, elle ne se marie pas très jeune. Absolument, absolument. C'est l'un des facteurs de risque qui n'était pas et qui prend un peu de l'ampleur. Aussi, il y a une notion de stress, mais qu'on n'a jamais pu faire en évidence, mais on l'a retrouvé dans certaines études, un stress important, voilà. Quotidien. Voilà. Ça aussi, ça a été... Et puis, aussi, il y a une notion de... Quand on fait une irradiation au niveau thoracique pour les lymphomes ou autres, on peut faire un cancer du sein. La notion d'irradiation. Le tabac. Malheureusement, il y en a un peu. Chez nous, faut pas. Il y a du tabac et l'alcool aussi peut être un facteur aussi un facteur de risque sur le plan hygiène de vie. Ça, c'est les facteurs de risque. Alors là, on revient au traitement justement. Alors, quelle est la différence entre l'ancien traitement et le traitement nouveau qui est remis à niveau? Alors, l'ancien traitement, c'était exclusivement de la chimiothérapie. Et puis hormonothérapie parce qu'il y avait des formes qui étaient hormonosensibles. Actuellement, grâce à la biologie moléculaire... L'immunothérapie qui a pris le dessus. L'immunothérapie qui a une place dans le cancer du sein métastatique et qui est triple négatif. Les agressifs, les méchants, l'immunothérapie est efficace. Je reprends, Imen? Non, là, c'est que je suis en plein dedans avec vous. Parce que là, j'allais vous poser la question, même si c'est un stade avancé, l'immunothérapie donne de l'effet sur les femmes qui sont arrivées chez vous, on va dire, avec un stade vraiment avancé? Justement, c'est celle-ci, avec un stade avancé et métastatique. Métastatique, c'est-à-dire que la maladie est quelque part, elle est au cerveau, elle est au poumon, elle est dans l'os. C'est cette forme-là, triple négatif, chez qui on peut indiquer l'immunothérapie. Alors parce que généralement, alors là je suis en train de me mettre à la place du téléspectateur qui est en train de nous regarder. Donc là je suis certaine qu'elle se pose toute la même question que moi. C'est que généralement quand on entend dire que c'est bon, le cancer, il y a des métastases. Oui. Donc pour nous, il n'y a plus d'issue. Même si on reçoit un traitement, c'est que pour nous, peut-être que ça va être juste palliatif. Alors justement, j'allais utiliser ce terme pour vous dire, effectivement. Alors, ça va. C'est très bien, vous êtes vraiment à jour, Imen, comme toujours. Merci. Alors, cette notion de chimio-palliatif, effectivement, on l'utilisait aisément avant parce qu'elle était palliative. Vraiment, c'était par rapport au terme, hein, vraiment, c'était parce qu'on n'avait pas grand-chose à proposer. Maintenant, on parle plutôt de chimio première, c'est-à-dire quoi? Ou traitement systémique premier, parce qu'il n'y a pas que de la chimio. Il y a souvent soit thérapie ciblée quand ils sont HER2 positifs, je vous en ai parlé, ou bien triple négatif, et là, il y a de l'immunothérapie. Alors, parfois, les lésions sont très importantes. Quand vous avez des lésions de cerveau, c'est vrai qu'après la radiothérapie, on essaye. Mais bon, l'espérance de vie n'est pas très très bonne. Mais on a eu des résultats spectaculaires dans les poumons, dans le foie, dans l'os, stabilité des os. Alors l'os aussi, on a... Dans le foie, pourtant le foie, il est très sensible. Hein. Oui, dans le foie. On a eu parfois des réponses complètes. Voilà. Grâce à certaines molécules qui sont très connues pour être efficaces. Et parfois, on peut stabiliser les choses, après faire un relais avec l'hormonothérapie, et puis la patiente est là, elle est vivante, elle est suivie, elle a des contrôles, et à un moment, elle va être stable, et on reprendra si la maladie reprend. On ne peut pas garantir qu'il n'y ait pas de reprise. Justement, j'allais poser la question, est-ce qu'il y a une certaine garantie? Non.
Non, on ne peut pas savoir. On sait qu'il y en a qui sont agressifs, on a une idée. Mais, vous savez, il y a une première définition. Le sein est une maladie redoutable, grave et imprévisible. Ce terme-là, ça reste, il faut le dire, il faut le répéter, imprévisible. On peut s'attendre à ce qu'il y ait... On a des éléments pour dire que c'est de mauvais pronostics, et puis bon, ça se tasse. Et on a parfois des bons pronostics qui se réveillent. Il n'y a pas de règles, mais il y a des règles de surveillance, il y a des règles... C'est bien établi à l'étranger, on suit, ne vous inquiétez pas. Il faudrait que ça soit rigoureux. Rigoureux dans le suivi, et puis au moindre, selon la localisation, on a des produits, des produits qui sont vraiment très bien. On arrive à traiter les patients même sous hormonothérapie, des nouvelles molécules d'hormonothérapie, et il y a des patientes qui sont sous surveillance. Mais je vous dis, le pronostic du cancer du sein a été vraiment amélioré grâce à ces molécules. Alors, et à quel moment on peut parler de chirurgie? Alors, la chirurgie, surtout, on peut en parler quand la maladie n'est pas disséminée, elle est juste localisée. Et quand parfois elle est localisée et qu'on n'arrive pas à faire une chirurgie, on fait une chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire elle est première. Quand la chimiothérapie se termine, avec des fois la thérapie ciblée, on fait la chirurgie. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. Il y a certaines formes qui sont agressives, même petites, on fait de la chimio première. Ça a amélioré le pronostic. Même les T3, les T2, les petites, avec rien à distance, elles sont, on va dire, de 3 à 4 cm. On leur fait chimio première quand elles sont triple négatives, HR de 3 croix. Et là, on a d'excellents résultats parce que la tumeur fond, des fois 1 cm, 2, des fois rien. Et on fait une chirurgie. Et là, le pronostic est vraiment amélioré. On ne peut pas généraliser tous les cas, ça c'est sûr. Non. Maintenant, on peut parler, il y a plusieurs formes de cancer du sein, on peut le dire. Il y a des cancers du sein, c'est pas le cancer du sein, parce que les formes histologiques sont très importantes et la biologie moléculaire a pris l'impact, et c'est ça qui fait qu'on peut traiter, et pour dire aussi que c'est agressif, pour la surveillance, pour le traitement, bon, c'est des cancers du sein. Alors juste une toute dernière question, c'est que comment déterminer les stades justement de la maladie? De quelle façon? Alors, parce que des fois on dit ça c'est le cancer stade 2, stade 3, mais personne ne sait et personne ne se pose la question de quelle façon justement on peut déterminer le stade de la maladie, le stade du cancer. C'est purement scientifique. Oui, ça reste. Mais je vais vous le dire, c'est pas un secret. Merci. Je vais vous le dire. Alors, curieuse comme je suis. Bien sûr, non, mais je comprends et je répondrai avec plaisir. Alors, il y a une classification qui est internationale, TNM. T, c'est la tumeur, le N, c'est l'atteinte ganglionnaire, et le M, c'est métastatique. Elle est utilisée dans toutes les localisations, que ce soit la vessie, la prostate. Dans tous les cancers. Dans tous les cancers. Et c'est une classification qui est internationale, qui est revue à chaque fois. Quand la tumeur est... on est dans le sein aujourd'hui, donc on va parler du sein. Oui, exactement, on reste dans l'octobre rose. C'est juste pour vous dire qu'elle intéresse toutes les pathologies. Alors, quand la tumeur est moins de 2 cm, elle est T1. Quand elle est entre 2 et 5, elle est T2. D'accord? Supérieure à 5, voilà, T3. Et après, T4, c'est... Alors, le T4, ça peut être juste localisé, T4. Et quand il y a une inflammation, c'est une mastite. Et là, on ne peut pas faire de chirurgie. Là, il y a une limite. À la chirurgie, on ne peut pas la faire à certains stades. Et à ce stade-là, on peut faire quoi? On peut faire une chimio. Ah d'accord, très bien. Si elle est métastatique, c'est un peu... Bon, c'est une chimio c'est un première. peu délicat. Oui, c'est un peu... C'est qu'on n'a pas trop de perspective de faire de la chirurgie. La chirurgie ne peut se faire que s'il n'y a pas de métastase. La seule métastase osseuse, parfois on arrive à les contrôler avec des traitements aussi qu'on appelle les biphosphonates, qui vont renforcer l'os. Là, effectivement, on peut faire une chirurgie après. Mais le reste, non.
Et alors, M1, c'est métastase, et le N, c'est l'atteinte ganglionnaire. T, tumeur, N, ganglion. Alors, quand c'est N0, c'est qu'il n'y a pas de ganglion. Quand c'est N1, ganglion mobile. N2, c'est ganglion fixé. Et là, pas de chirurgie. Voilà. Je vous ai tout expliqué. Oui, très bien expliqué. Wallah, yatik saha. Merci beaucoup. D'ailleurs, on a eu quand même des réponses à nos questions un petit peu enfuies, on va dire, et des questions scientifiques quand même aujourd'hui. Avec plaisir. Pour pouvoir un L'essentiel, petit peu... c'est qu'ils comprennent la gravité et qu'ils viennent vers Donc, nous. il faut y aller faire la mammographie. Il faut y aller à tout moment. De toutes les façons, ça ne se limite pas à l'octobre. Donc, c'est toute l'année la sensibilisation contre le cancer du sein parce que tout le monde, alors toutes les femmes sont sujettes à ce cancer. Ça ne peut pas arriver qu'aux autres. Oui. Ça peut nous arriver à nous aussi, même s'il n'y a pas quand même dans les antécédents familiaux, on n'a pas de quelqu'un qui a fait un cancer. Donc, ça peut nous arriver, tout simplement. J'espère que le message est passé. Merci beaucoup, Avec professeur Bsayah Nadia. Alors, je le rappelle que vous êtes oncologue à l'EHU du 1er novembre à Oran. Merci. Merci à vous. Alors, une petite pause musicale après ce lourd sujet. Et bien sûr, on se retrouve avec la Journée mondiale du pain dans un petit moment. Une très belle mélodie, on va dire, de très belles sonorités qui accompagnent la Journée mondiale du pain. Eh bien, nous avons du pain, comme on dit, on a du pain sur la planche, donc on l'a ici avec nous sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Il y a des variétés de pain, donc on va un petit peu les aborder dans un moment. Mais avant de parler de pain,
Bien sûr, nous allons vous présenter nos invités. Honneur aux dames, galanterie oblige, comme on dit. Eh bien, nous avons avec nous une fort sympathique personne qui est très stressée par contre, parce que c'est sa première télévision aujourd'hui. Alors, c'est Madame Asma Dib. Bonjour. Oui, bonjour madame. Ça va? Ça va très bien. Ça va? Merci. Un petit peu? Un petit peu. Pourtant, c'est une équipe très sympathique, non? Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est juste que c'est une première pour moi, donc voilà, mais l'inconnu est toujours un peu stressant. Très bien, de toute façon, là, on parle entre nous. Hein. Oui, oui, bien sûr. Il manque juste un petit café qu'on Oui, prendra après l'émission. Oui, du café et un vrai beurre. Effectivement, le vrai beurre avec un petit morceau Oui. d'un bon pain. Oui, oui. Bien de chez nous, on va dire. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Très bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Vous êtes accompagné, alors, d'une personne que vous avez l'habitude de voir. Donc, à chaque fois quand on l'appelle, il est présent. Il est sur tous les fronts, plusieurs fronts. Il est sur plusieurs fronts. Donc, c'est M. Abdellatif Rahmoun. Alors, aujourd'hui, il est venu avec la casquette de médecin généraliste. Justement, il y a un petit moment où on parlait du médecin généraliste. Et bien sûr, vous êtes membre de l'Association de la protection du consommateur. Aura. Aura. Voilà. Ça va? Exactement. Très bien. Vous allez bien? C'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé on est là pour donner l'information et pour toujours dans la sensibilisation Effectivement. de notre consommateur. Voilà. Alors, quand on parle justement, alors la galanterie, on l'a laissé un petit peu de côté aujourd'hui maintenant. Donc, vous laissez un petit peu vous imprégner du plateau. Donc, on va parler un petit peu de la campagne de sensibilisation pour le consommateur, on va dire. Parce que des fois, quand on part acheter quelque chose, un aliment, on va dire n'importe lequel, c'est que rarement on voit toujours, moi personnellement, hein, parce que là, je pars toujours à la place d'autres personnes qui sont à l'extérieur. Donc, quand je pars faire mes emplettes, je prends un article, on va dire, mais je vois uniquement pas la composition. Oui. Je ne mens pas. Donc, je vois juste la date de péremption. Et là, c'est faux. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Effectivement, pour cette problématique, ces derniers jours, on a eu l'occasion de faire une campagne de sensibilisation dans une supérette où on a eu l'occasion de discuter avec certains consommateurs. On a vu, en fin de compte, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Ils ne lisent pas et ils achètent. Donc, on a fait pour certains produits où on a retrouvé qu'il y a certaines boissons où c'est interdit même pour une certaine catégorie de personnes, que ce soit bien sûr la femme enceinte ou celle qui allaitent, mais c'est surtout qui sont interdits pour les enfants de moins de 16 ans. Donc, à partir de ce moment, on préfère qu'il y ait cette option qui soit mise en gras pour que les personnes qui achètent interdisent ça pour les enfants de moins de 16 ans, car ils peuvent entraîner beaucoup de problèmes sur le plan de santé, l'hyperactivité, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela que notre rôle dans ce sens, c'est de sensibiliser ces différents consommateurs, que ce soit pour les différents types de produits. Et c'est pour cela que, comme on a eu l'occasion d'aujourd'hui de parler sur la journée du pain, mondiale, donc chose qui est très très importante, cette problématique du pain, parce qu'on en consomme énormément. L'État, il y a quelques années de ça, a fait une sensibilisation sur le gaspillage du pain. Et on a cherché le pourquoi de la chose. Pourquoi on gaspille énormément de pain? C'est des millions et des millions. En fin de compte, on a remarqué, c'est suite à un certain sondage, bon, c'était pas un sondage réglementé, mais disons, on a posé la problématique et les questions. Et le retour de la majorité disait que, en fin de compte, le pain qu'on achète, c'était pas un bon pain. Une fois il brûle. On est tous attirés par ce attirés par cette odeur de ce pain, mais en fin de compte, une fois qu'il refroidit, ça ne devient plus un pain. Il revient comme du caoutchouc, du plastique. Et en fin de compte, la problématique, c'est sa constitution en elle-même. Justement. C'est sa constitution. Et c'est une farine, c'est la farine. Justement, alors que, puisque vous m'aviez tendu une belle perche, alors pour Madame Dib Esma, alors vous êtes gérante d'une boulangerie, donc, et d'où d'ailleurs elle nous a ramené vraiment des variétés de pain. Donc la base d'un pain,
de préparer un pain, c'est la farine, l'eau, le sel Et la levure. et La levure. la levure. Bon, parce que là, la levure, c'est que j'arrive après parce que la problématique de la levure, c'est tout autre. Donc, quelles sont les différentes farines, justement? Alors, on a plusieurs types de farine. On a la farine de seigle, la farine de sang, on a la farine complète, on a la farine d'avoine, le blé dur. Donc, toutes ces farines sont issues de blés différents qui se rapprochent un petit peu, mais chacun il a sa spécificité, c'est-à-dire que chacun il nous apporte des nutriments, des vitamines, des fibres, des protéines aussi. Donc voilà, tous ces types il y a beaucoup de farines qui ne sont pas disponibles malheureusement chez nous. Mais bon, les farines que je viens de citer sont les plus répandues chez nous. Très bien. Alors, quand on parle justement, surtout la farine blanche, généralement, on utilise la farine blanche pour la confection de pain, notre pain journalier, que ce soit fait maison ou alors, généralement, on consomme le pain qui se trouve chez le boulanger, généralement. Donc, l'utilisation justement de cette farine blanche qui s'est avérée qu'elle est un petit peu néfaste, pas un petit peu, qui est néfaste justement pour le consommateur. Exactement. Elle n'est pas un petit peu néfaste. Beaucoup. On sait tous aujourd'hui que le sucre est un vrai poison pour le corps. Oui. Et bien, figurez-vous que la farine blanche, elle est doublement nocive que le sucre. C'est-à-dire qu'elle est plus dangereuse que le sucre lui-même. Quand on consomme de la farine blanche, c'est-à-dire du pain fait à base de farine blanche, ça augmente le taux de glucose dans le sang. C'est comme si on faisait du caramel. D'accord ? Oui. Et ça accroche le caramel. On sait très bien que le caramel, ça accroche. Donc, le corps, pour éliminer tout ça, premièrement, c'est très difficile. Deuxièmement aussi, c'est très dangereux parce que ça augmente le taux de glycémie dans le corps. Effectivement. Et voilà, dû à toutes les maladies. C'est très nocif aussi pour l'estomac, le côlon, tout ça, ça provoque des maladies graves, comme le cancer, par exemple. Donc, on peut dire que c'est vraiment très dangereux. Très, très, très dangereux. Je dis que c'est plus dangereux que le sucre lui-même. C'est que, alors, tout le monde sait que cette farine blanche est très dangereuse, justement, pour le consommateur, pour le corps en général, même pour celui qui le prépare. Donc, mais on continue à l'utiliser. Donc, est-ce que la qualité, justement, des produits que vous, en tant que fabricant, on va dire, de pain, quand vous achetez les produits de première utilisation pour le pain, donc est disponible, et comment est la qualité? C'est la qualité, voilà. J'aimerais connaître la qualité de ces produits que vous utilisez pour la confection de pain. D'accord. Alors, premièrement, la majorité des boulangers utilisent de la farine blanche. On sait tous pourquoi, parce que c'est pas cher. D'accord ? Et donc, elle est disponible pour tout le monde. La farine complète ou la farine à base de divins plats, comme le seigle, l'orge, tout ça, elle est plus chère et moins disponible. D'accord ? Et même pour avoir ces farines de qualité supérieure, c'est très difficile parce que il n'y a pas encore une consommation élevée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de consommateurs qui utilisent ces pains dans leur quotidien. Donc la disponibilité, elle est moindre parce que la demande, elle est moindre. Si elle augmente la demande sur ce produit, automatiquement, ces farines-là seront plus disponibles. Nous, notre but, c'est justement d'informer et de sensibiliser les gens et de leur dire que peut-être que le pain de seigle ou de sang ou de l'orge est un peu plus cher que le pain blanc. Mais il est mieux pour la santé. Il est mieux, premièrement, pour la santé. Et deuxièmement, il se conserve beaucoup mieux. C'est-à-dire quand on achète du pain
comme il a dit Dr Rahmoun, c'est-à-dire au bout de, pas le lendemain, au bout de 2 heures, 3 heures, il devient caoutchouteux. Voilà, alors que le pain complet ou le pain de sang ou de seigle se conserve beaucoup plus longtemps et il ne devient pas caoutchouteux. Il peut se conserver jusqu'à 15 jours. D'accord. Il y a des pains qui peuvent se conserver jusqu'à 25 jours. Pour Donc, lorsqu'il y a une bonne conservation. Une bonne conservation. Mais un pain ordinaire, on ne peut pas le conserver. Impossible. C'est impossible. D'accord. On est bien d'accord. Donc, la perte, elle est moindre parce que moi, quand j'achète du pain, il est bien le lendemain et l'an d'après. Donc, je peux l'utiliser. Mais le gaspillage, il est dû à ça. C'est parce que au bout de quelques heures, le pain normal, on ne peut plus le consommer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Donc, on a une mauvaise, on a des mauvais calculs. Le consommateur, il fait de mauvais calculs. Il peut acheter un pain à 50 dinars, par exemple, qui peut le consommer complètement, ou acheter 5 pains, qui peut en consommer 2 et en jeter 3. Effectivement. Donc, voilà. Alors, je reviens justement à la composition du pain, parce que pour faire un bon pain, il faut de la farine. N'importe quelle farine. Là, je ne choisis pas, on va dire, la qualité de la farine. Donc, il faut de la farine, il faut de l'eau, il faut du sel et il faut de la levure. Alors, vous, en tant que boulangère, est-ce que vous favorisez la levure de bière, ou alors le levain? Justement, nous, on favorise beaucoup le levain. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans notre boulangerie. On cultive nous-mêmes le levain. Et nos pains spéciaux sont basés sur le levain. On utilise très peu d'améliorants. Par exemple, des fois même pas d'améliorants. Des fois pas d'améliorants. Bon, il y a des pains, on est obligé parce qu'ils ne peuvent pas se développer correctement. C'est incontournable. Voilà. Mais nous, on essaye vraiment de minimiser la consommation de l'améliorant. Et on a même des pains où on ne met pas du tout d'améliorant. Comme quel pain, par exemple? Comme par exemple la galette du sang, par exemple, comme par exemple le blé dur, aux noix, par exemple. C'est des pains, on n'utilise pas l'améliorant. Donc on a fait des tests. On a trouvé que le résultat était bon, donc voilà. Et justement, nous, on est tout le temps dans la recherche, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste du pain. D'ailleurs, justement, c'est Monsieur Bougaïla Moussa, notre Il n'a pas patron. pu être présent avec nous malheureusement parce qu'il est un petit peu fatigué, voilà. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà. Mais ce n'est pas un simple boulanger, ce n'est pas un simple artisan. C'est quelqu'un qui est dans la recherche. C'est-à-dire que nous, on vendait du pain à base de farine blanche et il a décidé de ne plus vendre ce pain parce qu'il a trouvé que ce pain-là, il était nocif pour le consommateur. Donc lui, la priorité, c'est le consommateur. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lui parler au téléphone et là, c'est qu'il a été formel. Lui, il est beaucoup plus pour la santé justement du consommateur plutôt que. D'ailleurs, il m'a raconté une petite anecdote. D'ailleurs, il m'a dit qu'il y a des clients quand ils rentrent dans sa boulangerie, quand ils demandent le prix, ils se disent ah non c'est trop cher. Ils repartent sans pain. Ensuite, c'est juste à côté, il y a un bureau de tabac, donc ils achètent leur paquet de cigarettes alors que c'est mentionné, que c'est cancérigène, etc. Donc, ils partent justement vers le danger en éliminant un petit peu le côté santé quand ça concerne le bon pain. Exactement. D'ailleurs, M. Moussa, il est tout le temps dans la recherche. Il vit pour ça. D'ailleurs, il fait tout son possible pour justement éliminer tout produit chimique comme améliorant, tout ça. On est tous les jours en train de faire des tests, encore des tests pour essayer d'améliorer le pain, d'apporter plus de vitamines, de minéraux, des trucs qui sont vraiment essentiels pour notre quotidien, pour notre bonne santé. Et voilà, c'est juste pour signaler que c'est pas un juste boulanger, c'est quelqu'un qui est là pour le consommateur, il est à l'écoute du consommateur. D'ailleurs, que quand un consommateur, un client vient et qui signale quelque chose ou
qu'il a envie d'avoir un produit qui n'est pas disponible, il fait tout pour avoir ce produit chez nous, pour qu'il soit disponible, comme par exemple le pain sans gluten. Justement, j'allais Voilà. vous poser la question sur le pain sans gluten. Voilà, justement, c'est pour le pain sans gluten. Il a fait beaucoup de recherches, il a beaucoup investi de lui-même pour faire ce pain, parce que on sait tous que la maladie cœliaque, elle est très répandue, dans notre pays, justement due à la consommation de la farine blanche. Voilà. D'accord, qui est un vrai danger. Et donc, lui, il a beaucoup amélioré ce pain-là. D'ailleurs, beaucoup de gens, quand ils prennent notre pain, ils doutent que c'est du pain sans gluten, tellement il est bon, tellement il est parfait. D'ailleurs, on le voit, c'est un bon pain. Est-ce que je peux avoir le plateau pour qu'on puisse le faire montrer à nos chers amis de Canal Algérie, notamment de Bonjour d'Algérie? Voilà. Donc ça, c'est voilà, ça c'est du pain. Alors on me dit que c'est il a l'air très appétissant. Donc on peut éviter le pain avec de la farine, on va dire blanche. Et même nous, hein, ceux qui ne souffrent pas de maladie cœliaque, donc on peut consommer ce pain. Pourquoi M. Bougaïla il s'est beaucoup investi dans ce pain? C'est pour le rendre bon pour tout consommateur. C'est-à-dire que même si on n'est pas atteint par la maladie, c'est bien des fois de faire des cures, par exemple, de ne pas prendre du gluten, par exemple, pendant un certain temps. On a beaucoup de clients qui ne sont pas cœliaques et qui viennent acheter du pain sans gluten parce qu'ils se sentent mieux, par exemple, au niveau gastrique, tout ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui font de la chimiothérapie, par exemple, où le gluten est très nocif pour eux. Donc, ils viennent aussi acheter notre pain. Il y a des gens, des immigrés qui viennent acheter beaucoup de pain chez nous parce qu'ils ne trouvent pas un pain sans gluten aussi bon que le nôtre à l'étranger. C'est-à-dire en France, aux États-Unis, ils viennent prendre du pain chez nous parce qu'ils nous disent, aux États-Unis, je ne trouve pas un pain aussi bon que le vôtre. Mais attendez, alors là, certainement, il y a des téléspectateurs qui se disent, oui, c'est ça. Eh ben, je vais vous dire, effectivement, parce que quand on a de la famille à l'étranger, ils nous demandent toujours de leur prendre du pain. Je ne sais pas pourquoi, quelle est la différence entre le pain qui se fait en Algérie et le pain qui se fait à l'étranger. On ne peut pas savoir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le pain qui est fait à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis, c'est du pain industriel. D'accord? Notre pain, nous, c'est un pain artisanal. Voilà. D'ailleurs, notre boulangerie artisanale. D'accord? C'est vraiment fait à la façon artisanale. D'ailleurs, le façonnage, il est fait à la main. D'accord, par un chef qui a été formé à l'étranger. Donc, les galettes sont faites à la main, le pain de mie aussi. D'ailleurs, on voit, vous nous avez ramené quand même des variétés de pain. Oui. Est-ce qu'on peut connaître un petit peu Oui, bien sûr. Oui. Il y a le pain campagne, il y a le pain céréales, le pain au sang, et il y a le pain de seigle, le blé dur au noix, qui est très bon pour le petit déjeuner, parce qu'il est fait à base de blé dur. D'ailleurs, on ramène le blé dur, on le fait torréfier nous-mêmes et on le fait moudre et on fait avec du pain. Il y a des noix aussi, c'est très bon pour le petit déjeuner. C'est très bon, oui, ça. Donc pour le petit déjeuner, oui. c'est vraiment parfait. On a le pain de mie complet, la galette au sang, le pain noir. C'est très bon pour les colopathes, d'ailleurs. Oui. Le pain noir, donc voilà. C'est une variété de pain qu'on trouve dans votre boulangerie. Donc, on a fait un petit peu le tour de la question. J'espère que vous êtes satisfaite. Oui. Ça y est, vous n'êtes plus. Je voudrais juste dire que, par exemple, chaque pain, quand on achète du pain, par exemple, chaque pain, il a une spécificité par rapport au corps, d'accord? Comme le pain de seigle, par exemple, il régularise le taux de glycémie dans le corps, donc il est bon pour les diabétiques, d'accord? Il favorise aussi c'est-à-dire, on a j'ai perdu le mot. Alors moi qui dis voilà au lieu de dire voilà. Avec le stress. Alors l'avoine aussi, la farine d'avoine aussi, elle est très bénéfique pour le corps. Elle est très bonne. Pour les os par exemple, pour la peau aussi, elle est très bonne. D'ailleurs beaucoup de produits de beauté contiennent de l'avoine. L'avoine, exactement. Oui.
la farine de l'orge aussi. La farine de l'orge, c'est vraiment très bonne. Elle est très bonne elle pour la protège santé. les os. Très bien. Elle renforce notre système immunitaire. Elle est si on bourrée parle- de vitamines, la vitamine E, la vitamine A, la vitamine B, magnésium. Alors, si on continue à parler voilà, des variétés, c'est en qu'on ne va plus, pas en finir. voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation et merci à merci d'avoir été avec nous et de nous Merci avoir à vous. ramené cette variété de pain. Merci, docteur Abdellatif Rahmoun. Donc, certainement, on va se voir, on va dire, dans d'autres occasions. Vous avez un problème ? Non. Non, très bien. Donc, on a parlé justement de l'association du consommateur qui a fait une campagne de sensibilisation dans les supérettes, dans les grands espaces, on va dire, où on y trouve beaucoup de produits, où on ne voit pas justement la composition du produit. Donc, merci beaucoup, Monsieur Abdellatif Rahmoun. Donc, certainement, on se verra dans d'autres occasions. Donc, on n'a plus de temps, malheureusement. Voilà, donc une petite pause musicale, oui, très bien. Un sujet, voilà, donc très bien, donc un sujet justement signé Nebinoui, on se retrouve juste après. En cuir lisse, aux bordures entièrement estampées à la main, un aspect ferme tout en assurant un amortissement efficace, totalement flexible, dont la légèreté de la selle offre une liberté de mouvement totale. Sellier est plus qu'un métier, c'est un art, parce qu'il œuvre dans l'esthétique et nécessite beaucoup de passion et patience. Maniant la matière première noble qui est le cuir et les fils de dorure. Tel Maître Nordin Garmit, artisan qui tient à transmettre son savoir-faire et son expérience à ses frères qui désirent apprendre. Ce métier spécialisé dans la selle arabe devenu une référence. دونك بعد ما كملنا المراحل تاع التفصيل هذوك كما شفتوا يبقى لنا التبليع دروك. عندنا هذا القدح وهذو الورايات كبار تاعه وهذا القربوس وهذو الورايات صغار تاعه وعندنا الجناب. اول حاجه اش نديروا نقصوا هذو يسموهم الحلات وين نقصوهم بعد كي نولوا نبلعوا يدخل فيهم القدح هنا والقربوس. الحاجه الاولى نبلعوا الجناب في بعضها نبلعوا الجناب في بعضهم كما راكم تشوفوا هنا نبلعوا الجناب. هذه يسموها التبليع، هذه يسموها الصارمه تبلعهم في بعضهم. ومن بعد نبلعوا القدح ونبلعوا القربوس في بعضها كما راك تشوف رانا مصرمينهم هنا. ومن بعد نبدا نبوزوا القدح والقربوس في الجناب هذو بالفتله، هذه يسموها الفتله. هذه يسموها كي نبلعوا السرج يسموها الصارمه، هذه تبلع تاع السرج يسموها الصارمه. وكي نكملوا التبلع راك نشوفوا التبلع تاعها كيف يخرج فيها. عندنا القربوس، هذا هو القربوس ها يجي يركب هنا وهذو الورايات الصغار تاعو يركبوا هنا. وعندنا الجناب هذو زوج شغل كي نبلعوهم هذه يسموها الصارمه نبلعوهم وتبقى لنا المرحله التاليه هذه نديروا السفيفه تاع نركبوها ونفوتوا هذا الخيط. اول حاجه نفصلوا كما راه كان يفصل نفصلوا الجناب في الزوج نعاودوا كما كان يقولوا. نفصلوا القربوس ونفصلوا القدح نفصلوهم نديروا لهم الكرتون تحت. هذه الكرتون باه المجبود ما يقعد مستر ونرشموهم. هذه الديس هذه يسموها الرشيمه هذه. ومن بعد نأمروهم مجبود. هذه الرشيمه نأمروها مجبود. هذه راك تشوفوا التعمار تاع المجبود كيف. دونك عندنا هذا الجنب هذا كما راك شفتوا كانوا يعمروا فيه. بعد ما يتأمر كاع نقلعوا له الكرتون تاعه وفي لي بياس الجنب هذا الاول والزوج والقدح والقربوس تاعه كي تعمروا نقلعوا لهم الكرتون ونديروا لهم لا دوبلير كما كنتوا تشوفوا في السطاره الاولى هذه سنه. ونعاودوا نبلعوها هذه كما كنا نقولوا الصارمه تاعها وصوالح ونديروا لها المرحله التاليه تاعها سفيفه وتكون كامله السطاره. هذه السطاره يسموها راهي الديسه فيها شويه خفيفه يقولوا لها نص عماره. والمجبود هذا راهي مأمره بالمجبود الاصفر وكاين المجبود الابيض. وعندنا هذه السطاره هذه ثاني نخدموها بنفس الطريقه اللي خدمنا هذه. عندنا هنا مأمره بالمجبود الابيض نقدروا نديروا لها قبل الكرتون كما كنا نديروا فيه هذه. ومن بعد نقلعوا الكرتون نديروا لها لا دوبلير تاعها ونبلعوها كما كنا نشوفوا في الطريقه تاع السطاره السابقه.
Soigneusement étudié, chacun de ces accessoires, chaque détail requiert les techniques manuelles les plus fines, en commençant par utiliser le chasse-peau pour la découpe judicieuse du cuir à la main, puis par la... Eh bien, on a vu une partie du sujet sur la confection, comme on dit en arabe, de serge. Alors, c'est très joli. Et quand on parle de couture, donc la couture, elle est sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Dernière ligne droite, la femme rurale, bien sûr. Et c'est Houeria Kalloussi. Alors, elle est présidente de l'association Rêve d'enfants qui est présente avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Alors, quand on parle de couture, justement, c'est que ça m'a donné une idée sur la couture qui est là sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Oui. Alors, ce sont des robes confectionnées par les femmes rurales, les femmes qui sont à la maison, qui ne travaillent pas. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette catégorie de femmes qui nous apporte beaucoup? صباح الخير. صباح الخير. ونقولوا شكرا على هذه الاستضافة. احنا لما نقولوا المرأة المنتجة، المرأة الماكثة بالبيت، نقولوا الأصالة، نقولوا التراث. المرأة اكتشفنا فيها عدة قدرات، وقدرات متنوعة ما بين الخياطة وما بين العجائن وما بين الحلويات التقليدية وما بين صناعة الطبوقات. كل أشياء تكتشفهم فيها المرأة تالمون اللي ماشي قارية ماشي بصح عندها واحد الأشياء Et elle est très intelligente. Très bien, exactement. Très intelligente. أيوة. Et très manuelle. مانيوال exactement. دونك حنايا اسينا اليوم باش نقدروا نحضروا معنا البلوزة الوهرانية بالطبع اللي أصالة وهران. Chauffe. Elle est présente, la blousa, elle est vraiment présente aujourd'hui. Alors cette couleur, elle est magnifique. Regardez, elle a été confectionnée par des mains de fées. Donc, البلوزة الوهرانية. البلوزة هذا لنا البلوزة الوهرانية. البلوزة الوهرانية. لما نقول البلوزة الوهرانية نقولوا أصالة وهران. بالطبع البلوزة الوهرانية هي اللي لقينا سيدات اللي يخدموا البلايز ويخدموا التراث اللي أصيل لولاية وهران. وبالطبع كانت تنوع وهما يسيو باش يخدموا البلوزة تاع الأطفال. باسكو علاش حنا دي فوا نديروا اون سورتي بور لي زونفون نلبسوهم البلوزه من يكون لو بروميي جوا ولا يكون حاجه تاع حفلات. حنا نقدموهم توجور بالبلوزه الوهرانيه باش نقدروا نبينوا اصاله وهران. كاين ثاني كاينه المنسوج. D'ailleurs, je vois ici que toutes les robes, elles sont confectionnées par, on va dire, ce style, ce tissu, d'ailleurs, et qui fait partie justement du patrimoine algérien. Hein. Le mensouj, d'ailleurs, il fait partie. C'est de la soie, c'est ça? Oui. Avec du fil d'or, le vrai fil d'or. Donc, المنسوج. حنايا ما من بغينا نقدموا البلوزه الوهرانيه قدمناها في المنسوج. شوفي غادي نقول لك حاجه تاع وهران. وقولي لي الزعيم. بلوزه تاع منسوج منضاربوها. وما بكري كاع بكري من الاصل تاع جداداتنا كل شيء كان الزعيم. كان الفينه تخدم فيها العدسه. Oui. وعندي موديل تاع هذا الفينه تاع العدسه. بصح جامغي بيان كو جو تروف اون فام اللي تقدر تخدم هذيك العدسه في الفينه. بكري كانت تعمر باليد. المور رانا نزيدوا نطوروا فيهم باش نقدروا نخدموا المور في الفينه والعدسه في الفينه. هي كانت تسمى بالزعيم، بلوزه تاع الزعيم. بكري هذه هي أصالتها. Parce que la femme oranaise, la femme algérienne en général, زعيمة. علاه كانوا مسمينها البلوزة تاع الزعيم. دروك حنا وصلنا باش قدرنا مورز البلوزة تاع الزعيم بينا المنسوج، بان المنسوج. المنسوج خدموا فيه هذه البلوزة ثاني كاينة ونوعوا فيها، داروا أنواع. دروك راها خرجوها في البلوزة موديرن. راهم يخدموها راهم يعمروا الجلال من تحت. Et c'est très beau. حاجة c'est très beau. Très magnifique. Donc merci d'avoir accepté notre invitation, mais vous êtes arrivé en retard aujourd'hui. Je suis désolée. Donc on vous recevra dans d'autres occasions, Inch'Allah, dans d'autres Bonjour d'Algérie d'Oran comme chaque mercredi. Aujourd'hui, je le rappelle, on est le 19. Alors on arrive à la fin de notre direct. Je vous souhaite de passer une bonne journée.
un bon week-end. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.